Tout le monde connaît la chanson. 4 lignes innocentes que les enfants récitent depuis des siècles. Mais sous ce vernis naïf se cache l'une des histoires les plus troublantes jamais dissimulées à la vue de tous. La comptine sautille joyeusement jusqu'à sa conclusion dévastatrice. Car à l'origine, il n'est nullement question d'un œuf qui se brise, mais d'un message codé sur la vanité de l'effort humain, une énigme révélant une horreur existentielle. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Oubliez les théories sur les canons de la guerre civile ou les rois déchus, ce sont des fables inventées bien plus tard pour enterrer une réalité bien plus glauque. La sombre vérité sur Humpty Dumpty ne commence pas avec un œuf, mais avec une bouteille. À la fin du XVIIe siècle, Humpty Dumpty n'était pas un personnage, c'était une boisson. Imaginez les tavernes crasseuses du Londres de la Restauration, l'air saturé de fumée de pipe et de relents corporels, où des marins au visage buriné s'affalaient sur des tables vermoulues. Au milieu des serveuses qui esquivaient les mains baladeuses sur un sol poisseux de bière, le tenancier hurlait Humpty Dumpty, en servant une mixture fumante, de la bière bouillie coupée au brandy bon marché. Un torboyau assez brûlant pour écorcher la gorge et assez fort pour foudroyer un homme sur place. Les clients l'engloutissaient jusqu'à en avoir les yeux larmoyants et, au bout de quelques verres, finissaient le dos voûté, prêt à être jeté au caniveau. Une concoction vicieuse capable de détruire un homme de l'intérieur. L'Oxford English Dictionary confirme cette origine étymologique, le nom vient littéralement de l'état dans lequel ce poison laissait ses victimes. En 1785, le terme a pris un tournant encore plus sinistre pour désigner, en argot, ceux qui consommaient ce breuvage, des ivrognes trapus et maladroits, le corps ravagé par l'alcool. Le lien linguistique est limpide, hump pour leur posture voûtée, dump pour leur inévitable effondrement. Ce n'étaient pas de simples buveurs sociaux, mais des âmes brisées, affaissées contre les murs des quartiers les plus sordides de Londres, des vies si dévastées par le vice que personne ne pouvait les relever. La première version écrite de 1797 ne mentionnait ni chevaux ni rois, mais 160 hommes impuissants face au désastre. Imaginez la scène, une foule amassée autour d'une silhouette gisant au pied d'un muret, là où les ivrognes se perchaient habituellement pour regarder le monde tourner et sombrer. Ses vêtements sont imbibés de bière, et de fluide plus immonde encore, son visage violacé par des années d'excès. Un homme lui saisit les épaules, un autre les pieds, bientôt rejoint par 10, 20, 50 personnes. C'est tout le quartier qui s'assemble, 160 bras qui tirent, lèvent et s'épuisent en vain. Le corps reste mou comme un linge trempé, la respiration sifflante, les yeux révulsés ne montrant que le blanc. Ils parviennent à le redresser un instant, mais dès qu'ils relâchent leur étreinte, ils s'effondrent tel un sac de grains. À mesure qu'ils s'acharnent, la terrible vérité éclate, cet homme n'a pas simplement chuté. Il est au-delà de toute aide humaine, si totalement détruit par le vice qu'aucun effort communautaire ne saurait le restaurer. Ce mur n'était pas une fortification de château, mais un simple banc de taverne ou un muret de pierre où les ivrognes venaient se percher avant leur inévitable chute. À travers l'Europe, d'autres cultures ont tissé leur propre comptine sur ces chutes irréversibles, capturant la même horreur viscérale. Au Danemark, les enfants chantent l'histoire de Lay Little Ro, un garçon potelé qui dévale une colline. Mais dans la version originale danoise, le récit est bien plus sombre. Lay Little Ro ne fait pas que tomber, il s'ouvre comme un fruit trop mûr. Les enfants spectateurs ne l'aident pas, ils forment un cercle et chantent comme si sa destruction était un divertissement, comptant les morceaux de ses entrailles qui se répandent comme de la pâte. En Allemagne, on raconte l'histoire de Hulken Pimpulkin, dont le nom même évoque le bruit d'un objet lourd et rond dévalant un escalier. Dans la version rhénane, Hulken Pimpulkin n'est pas sur un mur, mais sur le clocher d'une église pendant un mariage. Les vibrations des cloches le font tomber et il s'écrase sur la noce en contrebas, éclaboussant la robe blanche de la mariée. L'assemblée, décrite comme tous les hommes de l'évêque, s'agenouille pour prier, mais les prières n'annulent pas la gravité, le mariage devient enterrement, et la robe reste tachée de rouge. Si ses cousins européens partagent le thème archétypal de la destruction, le Humpty Dumpty anglais se distingue par ses origines ancrées dans la dégradation alcoolique. Une noirceur typiquement britannique, née des caniveaux gorgés de guine et des sols de taverne d'une société aux prises avec les ravages de l'alcoolisme industriel. Là où d'autres cultures imaginaient des chutes mythiques, l'Angleterre encodait l'effondrement bien réel d'hommes brisés. Pourtant, la puissance sombre de la comptine a fini par transcender son sens premier. Au début des années 1800, ce récit d'une déchéance irréversible s'est métamorphosé en devinette pour enfants.
La précision morbide de la destruction décrivait si bien un objet totalement brisé que la réponse, divorcée de ses origines glauques, devint évidente, un œuf. Cette transformation apparaît dès 1810 dans des recueils comme le Gamma-Gurton-Garland, où les illustrations commencent à dépeindre un œuf anthropomorphe. Le format de la devinette a dépouillé l'histoire de sa critique sociale, ne laissant que la mécanique pure de la destruction. L'œuf est devenu la métaphore visuelle parfaite, fragile, précaire et impossible à restaurer. Quant à la célèbre phrase sur tous les chevaux et tous les hommes du roi que tout le monde connaît aujourd'hui, elle n'existait dans aucune des premières versions. Cet élément politique a été greffé artificiellement sur la rime vers 1813, plus de 15 ans après la première impression documentée. La preuve nous vient d'une source inattendue, les archives parlementaires britanniques. Imaginez Westminster Hall par un gris après-midi de mars 1813. La chambre aux boiseries de chêne résonne d'un débat houleux sur l'état catastrophique de la politique coloniale en Inde. La mauvaise gestion de l'East India Company a engendré famine et révolte, saignant à blanc le trésor de la couronne. C'est alors qu'un membre du Parlement se lève, peut être un homme comme Henry Brougham, connu pour son esprit tranchant, et sa voix tonne dans l'assemblée devenue silencieuse. « Messieurs, notre situation sur le sous-continent me rappelle une devinette pour enfants. Tous les chevaux et tous les hommes du roi ne pourront jamais remettre sur pied notre politique indienne. » Un rire nerveux parcourt l'hémicycle. Certains députés se tortillent sur leur siège. La comptine, qui racontait jadis la déchéance d'un ivrogne, devenue ensuite une devinette innocente sur un œuf, vient d'être transformée en une arme redoutable pour fustiger l'incompétence royale. Ce n'était pas un simple changement cosmétique, le récit passait de l'impuissance collective face au vice à une critique subversive de l'échec de l'État. Le message était radical, si toutes les ressources du roi, sa puissance militaire et ses loyaux serviteurs ne pouvaient régler ce problème, que valait la couronne? La preuve devient plus accablante encore lorsqu'on observe la suite. En 1835, une autre version surgit, déclarant que ni tout l'argent du roi, ni tous les hommes du roi ne pouvaient résoudre le problème. La critique s'étendait désormais de l'échec militaire à l'impotence économique. Chaque révision n'effaçait pas le passé, elle s'y superposait, créant un véritable palimpseste où les angoisses de chaque génération masquaient celles de la précédente. Une fois ce processus de sédimentation culturelle compris, les théories historiques populaires sur les origines de Humpty Dumpty apparaissent pour ce qu'elles sont, des fabrications modernes acceptées à force d'être répétées. Prenez la plus célèbre d'entre elles, celle affirmant que Humpty Dumpty était un canon massif utilisé durant le siège de Colchester en 1648, pendant la guerre civile anglaise. Selon la légende, cette monstrueuse pièce d'artillerie trônait au sommet des murs de l'église St. Mary's by the Wall, son fût de bronze étincelant sous le soleil d'été. Les défenseurs royalistes l'auraient baptisé Humpty Dumpty, peut être pour sa forme courte et trapue, ou pour la façon dont il semblait vaciller précairement sur son affût. Des semaines durant, il fit pleuvoir la mort sur les forces parlementaires en contrebas, ses boulets de fer fracassant les rangs des soldats ennemis. Puis vint le jour fatidique. Un canonnier parlementaire, sans doute formé dans les corps d'artillerie de la New Model Army, ajusta son tir avec une précision mortelle. Le projectile ne frappa pas le canon lui-même, mais le vieux mur qui le soutenait. La pierre vola en éclats dans un nuage de poussière et de gravats. Le grand canon gita, oscilla un instant, puis bascula dans un fracas sismique au milieu des décombres en contrebas. À l'impact, le fût de bronze se fendit et l'affût de fer fut tordu en une masse informe. Les soldats royalistes se ruèrent dans ce chaos, cordes et leviers en main, désespérés de sauver leur arme la plus puissante. Mais le canon gisait, brisé sous des tonnes de maçonnerie effondrée, tous les chevaux et tous les hommes du roi s'échinèrent en vain, incapables de hisser Humpty Dumpty sur son perchoir. C'est un récit fascinant, transformant une comptine en histoire militaire codée. Le seul problème, c'est qu'il est purement et simplement inventé. Ses défenseurs ignorent une faille fatale et insoluble. La légende du canon, tout comme le mythe de Richard III, repose entièrement sur la présence de la ligne tous les chevaux et tous les hommes du roi. Or, le siège de 1648 précède l'existence même de cette phrase de 165 ans. L'histoire s'effondre sur une simple affaire de date, une impossibilité chronologique absolue. Même en ignorant cela, le Victoria County History of Essex, après avoir épluché les récits contemporains, les registres militaires et les archives locales, a formellement conclu qu'aucune preuve ne lie le siège à la comptine. Cette histoire de canon n'a été inventée que vers 1980. Pendant plus de 300 ans, personne n'a fait le lien avec Colchester, jusqu'à ce que, soudainement,
À la fin du XXe siècle, quelqu'un fabrique ce passif historique complexe et parvienne à convaincre des millions de personnes de sa véracité. Le schéma se répète avec chaque origine historique supposée. La théorie sur Richard III, le roi bossu mort à Bosworth Field en 1485. Elle nécessite cette fameuse ligne sur les hommes du roi qui ne sera ajoutée que 328 ans plus tard. L'hypothèse de la machine de siège de Gloucester proposée par un professeur d'Oxford en 1956, de la pure spéculation académique sans la moindre preuve d'époque. Chaque nouvelle théorie ne cache pas le sens originel, elle l'enterre plus profondément sous des couches d'interprétation séduisantes. Mais chaque nouvelle strate a obscurci la précédente, non par complot, mais par simple évolution culturelle. L'image de l'œuf, bien qu'ajoutée tardivement par la tradition des devinettes, est paradoxalement honnête. Elle a reconnecté la rime à une vérité ancienne, la vocation d'un œuf est de se briser. Il ne se remonte pas. Soit il se transforme, soit il pourrit. Sa destruction est sa raison d'être. Cette vérité est universelle. Une réputation brisée par le scandale. Un esprit brisé par un traumatisme. Une confiance perdue par la trahison. Aucune puissance, aucune ressource ne peut réparer cette fracture. Si la comptine perdure, c'est qu'elle parle de cette peur primale. Nous sommes tous Humpty Dumpty perchés sur un mur, et certaines chutes sont définitives. C'est le secret enfoui au cœur de la nurserie, l'autorité est une illusion, la réparation un mensonge. Et les chevaux et les hommes du roi ne viendront pas nous sauver. Ils ne l'ont jamais pu. L'histoire véritable de Humpty Dumpty nous tend un miroir sur une réalité que nous cherchons souvent à fuir, la permanence de la rupture. Nous vivons dans une société qui nous vend l'illusion que tout se répare, que chaque erreur peut être effacée et que chaque blessure peut guérir sans laisser de traces, pour peu que l'on y mette les moyens. Or, la sagesse cachée derrière cette comptine est que l'irréversible fait partie intégrante de l'existence. La première leçon est celle de l'humilité face à la fragilité. Comme l'œuf ou l'homme brisé, nous sommes tous en équilibre précaire. Comprendre que tous les chevaux et tous les hommes du roi sont impuissants nous libère d'une attente vaine. Personne, aucune autorité, aucune fortune, ne viendra nous sauver des lois fondamentales de la nature ou des conséquences de nos chutes. Attendre un sauveur extérieur est une erreur, la véritable force réside dans la conscience de notre propre vulnérabilité. Ensuite, ce récit nous invite à abandonner le mythe de la restauration. Vouloir revenir exactement à l'état d'avant la chute est une lutte perdue d'avance. Un objet brisé, une confiance trahie ou une vie bouleversée ne redeviennent jamais ce qu'ils étaient. Mais ce n'est pas une fatalité morbide. C'est une invitation à la transformation. Si l'œuf ne peut être reconstitué, il doit devenir autre chose ou périr. La sagesse ne consiste pas à essayer de recoller les morceaux pour faire illusion, mais à accepter que la fissure marque le début d'une nouvelle histoire, différente, peut être plus sombre, mais authentique. Accepter l'irréparable. C'est paradoxalement le seul moyen de continuer à avancer. Si cette analyse vous a plu et que vous souhaitez que nous explorions d'autres vérités cachées derrière des récits populaires, n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets dans les commentaires. Pensez également à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos futures explorations.